émission en partenariat avec le contrat local de santé de Châteauroux et son agglomération. Bonjour à tous, dans une nouvelle émission de l'Écho des Sans-Voix, on s'intéresse aujourd'hui à une thématique encore jamais évoquée, les soins palliatifs. Et pour cela, nous sommes tout d'abord avec le docteur Hervé Mignot de l'équipe d'appui départemental en soins palliatifs de l'Indre. Bonjour à vous. Bonjour. Hervé Mignot, le titre de cette émission sera sans doute les soins palliatifs, un accompagnement vers la mort. Est-ce que c'est un bon résumé de ce que sont les soins palliatifs ? Je dirais pas ça tout à fait comme ça. Je dirais que c'est un accompagnement de la vie jusqu'à son terme. Mais c'est avant tout un accompagnement de la vie. Parce que la mort n'est qu'un instant. Elle fait certes partie de la vie, mais avant la mort, il y a beaucoup de temps à vivre encore. Certes affaibli, mais pleinement vivant. Et l'objectif des soins palliatifs, c'est justement de faire en sorte que ce temps soit débarrassé le plus possible. Je dis bien le plus possible parce que c'est jamais complètement le cas, de toute douleur ou de toute souffrance et que ce soit intensément un temps de vie où des choses peuvent se vivre et se partager. C'est un accompagnement humain alors les soins palliatifs. Oui, c'est aussi une vraie médecine parce qu'en l'occurrence il s'agit de soulager les symptômes avec une vraie expertise. Mais c'est un accompagnement global en fait de l'être dans toutes ses dimensions. Il faut du courage pour se tourner vers ce service ? Non, il faut de la foi, je dirais, parce que ça suppose d'avoir réfléchi sur sa propre mort, et ça suppose aussi de considérer que ce temps-là est un temps qui a encore du sens. Et donc c'est un temps, c'est une médecine de la vie, vous savez, c'est une médecine très riche, où on prend le temps, on regarde les gens dans les yeux, on ne se raconte pas d'histoire. Et c'est pour ça que je la pratique. Eh bien justement, on va entendre le témoignage de Magali. Bonjour à vous. Bonjour. Magali, les soins palliatifs ont concerné votre beau-père. Pourquoi avoir décidé de faire appel aux soins palliatifs ? Est-ce que vous pouvez nous recontextualiser un petit peu cette période ? Oui, bien sûr. Quand l'état de santé en fait de mon beau-père s'est aggravé et il nous avait vraiment dit clairement qu'il voulait pas aller à l'hôpital, qu'il voulait rester chez lui. Du coup, on s'est rapproché de notre médecin. Il était déjà suivi pour voir un petit peu ce qu'on pouvait mettre en place à domicile et en fait je connaissais pas les soins palliatifs, je les connaissais à l'hôpital mais je ne savais pas qu'on pouvait les délocaliser à domicile, en tout cas de cette manière-là. Et ça a vraiment été les échanges avec le médecin remplaçant, pour le coup de son médecin traitant, qui nous en a parlé et qui a pris contact avec eux et donc ils sont venus nous rencontrer. Ça a été très rapide, dans les 24-48 heures. Ils étaient là. Donc, ils sont venus nous rencontrer. Donc, c'était le chef de service des soins palliatifs à domicile plus la psychologue pour évaluer un petit peu la situation. À partir de là, ils nous ont vraiment tout expliqué et après, ça s'est enchaîné très, très vite. La coordination entre les équipes, les infirmières, la mise en place aussi des aides-soignantes à domicile. Donc voilà, c'est arrivé comme ça et c'était vraiment pour respecter sa volonté parce qu'il voulait vraiment terminer ses jours chez lui, entouré de toute sa famille. Et alors, combien de temps a duré cet accompagnement par les soins palliatifs à son domicile ? Alors, ça a duré tout l'été. Son état s'est vraiment dégradé à partir de début juillet et il est décédé le 13 août, donc toute la période estivale. Et alors pendant ce mois et demi environ, pour se rendre compte à quoi ressemblait le quotidien pour votre beau-père sur place ? Le matin, il y avait le passage des infirmiers, ensuite c'était le passage des aides-soignantes pour la toilette, pour l'échange. Mais on était présents vraiment quotidiennement. Moi, j'étais justement en congé à ce moment-là. Et donc, j'ai vraiment pu être là tous les jours. Mais c'était rythmé en fonction de son état aussi, parce que du coup, il y a vraiment une adaptation de son état au fur et à mesure. Et donc, c'était des allers-retours à la pharmacie, c'était des échanges quotidiens avec aussi les soins, le chef de service des soins palliatifs, parce que du coup, pour lui donner aussi mon ressenti sur comment s'était passée la nuit, adapter aussi le traitement. Donc oui, l'après-midi était rythmé également par le passage à nouveau des infirmiers et des aides-soignantes. Il y avait toujours du monde en fait, et il y avait vraiment une prise en charge globale de la personne, que ce soit autant au niveau émotionnel que physique, et même pour nous.
Vraiment, c'était très rassurant parce que ça fait un peu peur au départ quand on vous dit on va mettre en place les soins palliatifs à domicile, on va tout installer, un lit médicalisé. Donc, c'est voilà aussi tous ces aspects-là. Mais on se dit mais comment on va faire, comment on va gérer. Nous, on ne sait pas en fait entre guillemets soigner, accompagner les personnes. Et en fait, ça s'est fait naturellement. Ils ont été là à chaque fois pour nous conseiller, nous aider. Et nos échanges quotidiens, en tout cas, étaient vraiment importants et sécurisants, en tout cas pour nous. Et des échanges aussi, peut-être sur la manière d'apaiser la douleur de votre père et de votre beau-père et de l'aider à partir aussi. Oui, parce que quand on échangeait, déjà il n'y avait pas de filtre et on pouvait poser toutes les questions qu'on souhaitait. Et au fur et à mesure que son état se dégradait, c'est pour ça que tous les jours, j'appelais Monsieur Mignot au téléphone pour lui faire un état de la nuit. Est-ce qu'il avait été angoissé, pas angoissé? Donc du coup, ça permettait aussi, lui, il adaptait. Mais après, il passait les appels avec, évidemment, le personnel médical pour qu'ils adaptent soit le traitement ou différentes consignes. Et l'autre aspect, c'était aussi, surtout, c'est comment lui parler. Comment l'écouter, pouvoir lui dire toutes les choses aussi qu'on avait à lui dire. Enfin, c'était important. Après, je ne vous cache pas que quand parfois il a fallu qu'on fasse des toilettes ou des échanges parce que les aides-soignantes n'étaient pas encore arrivées, c'était important. Bon, ça n'a pas été très simple, mais ils nous ont bien aidés. Donc, si je comprends bien, finalement, il n'y avait pas de tabou. Vous saviez qu'à la fin, c'était le décès, il n'y avait pas d'espoir d'amélioration de l'état de santé de votre part? Non, ils ont été vraiment très honnêtes dès le départ et ils étaient vraiment là pour nous aider à comprendre déjà les différentes étapes. Donc comment l'état allait se dégrader. On a posé énormément de questions. Quels étaient les signes sur lesquels il fallait être attentif, comment détecter quand le moment sera arrivé. Donc ils nous ont donné tous ces codes-là et c'est surtout comment ils nous ont aidés à apprendre à accompagner la personne au quotidien, justement avec tous ces conseils et ces échanges. Après, évidemment, c'était compliqué. Compliqué pour vous en tant que famille proche, famille peut-être un peu plus éloignée, ça peut être aussi difficile d'accepter et de comprendre au final ce que sont vraiment les soins palliatifs et d'essayer à venir. Alors en fait, moi, pour être honnête, j'ai vraiment été agréablement surprise par ce qu'étaient les soins palliatifs à domicile. Au-delà, comme je disais tout à l'heure, d'un vrai travail d'équipe avec une coordination, j'ai bien compris en tout cas, parce que voilà, je ne vais pas vous noyer dans les détails, mais au fur et à mesure que l'état de santé s'aggravait, il y avait des nouvelles manipulations à faire ou par exemple des sondes à poser, des choses comme ça. Et donc c'est vrai qu'à domicile c'est un peu plus complexe, mais du coup ils nous ont vraiment expliqué sur comment gérer la douleur, comment il lui fournissait aussi un soutien émotionnel, parce que pour lui c'était important. C'était quelqu'un de très, très stressé et du coup qui était très, très angoissé du fait déjà de disposer de tout le matériel nécessaire à domicile. D'avoir tous les jours des vrais professionnels de santé qui nous écoutent, qui nous accompagnent. Il a vraiment eu un accompagnement qui était beaucoup moins stressant que s'il était à l'hôpital, très encadré et avec une adaptation, j'allais vous dire, quasi journalière, quotidienne, dans le sens où du coup, il y avait toujours les ajustements étaient faits tout de suite. Donc, il y avait cette réactivité qui était là. Donc non, vraiment les soins palliatifs, c'est vraiment cette approche humaine et personnalisée où on a vraiment un suivi sur mesure. Mais après, elles nous ont jamais caché les choses. On demandait. Pour moi, ça a été, comme j'étais la belle-fille, alors c'était très difficile parce que j'étais très proche de lui, mais ils ont aidé parce qu'ils sont venus régulièrement, notamment la psychologue, pour échanger aussi avec lui et la famille, pour faire comprendre aussi à la famille, notamment à ses enfants et sa femme, un petit peu comment ça allait se passer et commencer aussi à leur faire prendre conscience que les derniers moments étaient proches et que il fallait aussi s'y préparer. Et du coup, justement, c'est ma prochaine question, se préparer. Est-ce que, avec les soins palliatifs, le deuil a été plus facile à faire
Oui, parce qu'en fait, avec les soins palliatifs, on se dit qu'on a fait le maximum, qu'il a pu vivre vraiment les derniers instants de sa vie dans son environnement, entouré de ses proches, et donc on a pu profiter vraiment de chaque instant. Il avait encore toute sa tête, donc on a pu énormément discuter, tout le monde a pu échanger avec lui. Et ça, c'était vraiment important et ça nous a aidés, en tout cas, à commencer notre deuil. Et quand il est parti, moi, j'ai le premier réflexe, après avoir fait les appels d'urgence du médecin, etc., j'ai appelé le chef de service des soins palliatifs pour lui dire, parce que du coup, on avait noué quand même cette relation depuis le mois de juillet où on s'appelait tous les jours. Et d'ailleurs, je tiens vraiment à souligner la disponibilité de ce service parce que c'était la semaine, les week-ends, ils répondaient toujours, on avait toujours un échange et du coup ils sont revenus au domicile et ils ont appelé, ils nous appellent depuis cet été, là ils nous ont appelé déjà plusieurs fois pour suivre l'évolution, est-ce qu'on avait besoin, ils ont rappelé également ma belle-mère parce que du coup pour elle c'est quand même quelque chose de très compliqué, donc ils l'ont appelé pour voilà, si elle avait besoin, qu'elle puisse aussi se livrer. Ils ont même proposé de revenir à domicile si elle en ressentait le besoin. Donc non, vraiment un suivi, je dirais, vraiment très, très renforcé et on est vraiment profondément reconnaissant en tout cas de tout ce qu'ils ont fait pour nous. Eh bien, merci Magali pour ce beau témoignage et votre expérience des soins palliatifs. Avec plaisir. Si ça peut aider d'autres familles, honnêtement, moi je ne connaissais pas et maintenant je parle de ce service dès que je le peux, si ça peut aider d'autres familles. Donc il ne faut pas hésiter à les contacter. Hervé Mignot, de l'équipe d'appui départemental en soins palliatifs de l'Indre. On vient d'entendre ce témoignage de Magali, un témoignage touchant qui prend bien en compte le quotidien, la réalité des soins palliatifs dans l'Indre. Oui, ces soins palliatifs, c'est un engagement de toute une équipe avec aussi des soignants de proximité, médecins, infirmières, aides-soignants, aides à domicile, chacun mobilisé pour accompagner au plus juste un malade qui s'éteint. C'est un cheminement, c'est-à-dire que le point de départ n'est jamais le point d'arrivée, que ce qu'on pensait pas possible est souvent. Et en fait, chacun chemine en son fort intérieur, aussi bien le malade, l'entourage, puis nous-mêmes aussi les soignants. Donc c'est vraiment un chemin à mener et à co-construire ensemble. Et ce que dit Magali, c'est combien les proches sont mobilisés au premier chef. C'est eux qui assument au quotidien la présence de leurs patients chez eux. Et combien ce travail les intègre complètement. Dans son cas, les soins palliatifs se sont faits à domicile, mais ces soins palliatifs peuvent aussi se faire dans des structures qui sont spécialisées aussi. Oui, il n'y a pas de lieu où on ne puisse pas bénéficier de cette approche, que ce soit à l'hôpital, que ce soit en maison de retraite, dans l'établissement accueillant du public en situation de handicap, à domicile, en prison. Il n'y a pas de lieu où on ne puisse pas aujourd'hui bénéficier de ces soins, parfois aussi avec certains systèmes. Il y a des lits identifiés de soins palliatifs dans notre département, il n'y a pas encore d'unité de soins palliatifs, on commence à en parler. Et puis il y a aussi une hospitalisation à domicile qui peut également contribuer à pratiquer ces soins palliatifs. Il y a 2 équipes spécialisées en soins palliatifs, une propre à l'hôpital de Châteauroux qui voit les patients de l'hôpital, de Châteauroux et du Blanc, et puis la nôtre qui est une équipe qui intervient partout ailleurs dans le département, que ce soit dans les autres hôpitaux du département, Issoudun, La Châtre, à la clinique Saint-François, et puis dans tous les autres établissements que je vous ai cités. Et quand ces soins palliatifs se font à domicile, on peut avoir des aides à domicile qui sont présentes. Et nous sommes justement avec Sylvaine Carion, une aide à domicile pour famille rurale de l'Indre pendant 20 ans. Bonjour à vous. Bonjour. Sylvaine Carion, quand on est aide à domicile, on est confronté à des personnes qui sont en fin de vie. Oui, bien sûr, parce que ça fait partie de la vie. Et toute cette génération qui ont vécu toute leur vie dans leur maison ont pour la plupart envie de mourir chez elles. Et nous sommes souvent en première ligne pour ce genre d'accompagnement. On fait avec ou on fait pour qu'il y ait de la vie jusqu'au bout. Et alors justement, comment est-ce qu'on fait c'est quoi vos missions pour ces personnes en fin de vie ? Pour ces personnes-là en particulier, je crois que c'est la même chose que pour les autres. Respecter
le respect de ce qu'ils sont, de la vie qu'il y a autour d'eux, de la vie qu'ils ont encore, et surtout de leur habitude, de leur volonté. Pour moi, c'est ce qui est primordial. Mais il y a quoi? Il y a des soins, il y a de la prise de médicaments. Dans ces cas-là, de toute façon, c'est comme pour les autres. Quand il y a des médicaments à faire prendre, on les fait prendre si les personnes peuvent. C'est toujours la limite. Mais on est rarement tout seul dans ces cas-là. Il y a toujours les infirmières, les médecins, évidemment. Et puis, on a quand même les familles qui sont là et qui sont importantes pour la personne. Donc tout ça se fait en concertation avec toutes les personnes qui assistent au domicile. Après, évidemment, faut les aider à manger, faut leur faire les soins du quotidien. Même si on n'insiste pas, on va être sur ce qui est obligatoire pour qu'ils soient le mieux possible dans ces moments-là. On va pas les embêter avec des choses inutiles, mais qui sont utiles quand on va bien. Combien de temps ça dure en général un accompagnement des personnes en fin de vie? Les médecins ne pourront pas vous dire de temps. On s'adapte toujours. J'ai des personnes qui sont mortes malheureusement en très peu de temps, et d'autres ça a duré plusieurs mois. J'ai même une personne qui est revenue de l'hôpital. Les médecins ont dit à son conjoint, dans un mois et demi, elle sera plus là. Ça a duré 1 an et demi. Vous disiez malheureusement, ça peut durer peu de temps. Est-ce que c'est malheureusement ou c'est heureusement pour que la souffrance soit moins importante? Alors, voilà, tout est là en fait. Tant qu'il n'y a pas de souffrance, tant que les gens sont bien, il n'y a pas de règles. Voilà. Alors, quand les gens souffrent, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Pour installer quelqu'un confortablement dans son lit, elle n'a même plus la force de crier tellement elle a mal. C'est quelque chose qui vous fend le cœur. C'est très, très, très compliqué, même pour nous. Ça fait partie des souvenirs les plus durs que j'ai pu avoir dans ce métier. La souffrance des gens. Justement, dans ces cas-là, c'est plus difficile de prendre de la distance Oui, évidemment. Évidemment. Quand on voit quelqu'un qui a un visage détendu, voilà, on fait ce qu'on a à faire, on sait que ça va. Quand quelqu'un est crispé, rien que de nous voir arriver, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas notre cœur de métier ni de faire souffrir. Et quand je dis souffrir, c'est autant souffrir physiquement que psychologiquement. Parce que la peur de mourir, elle est là aussi pour certains d'entre eux. Est-ce qu'il y a une formation spécifique pour accompagner ces personnes en fin de vie qu'on veut devenir à la domicile? Alors on peut en faire une. Au niveau de famille rurale, on a une formation tous les ans sur l'accompagnement de fin de vie. Je dirais que on devrait en théorie toute la faire, mais c'est très compliqué à faire. Donc on est très peu à la faire. La plupart du temps, on arrive à y aller à cette formation quand on a eu des difficultés justement d'accompagnement. On n'y pense pas avant, en général. Et c'est quoi le plus difficile que vous pourriez dire à des collègues qui débutent? Il faut être prêt à quoi pour un accompagnement en fin de vie? Prêt à tout accueillir. Là, faut pas du tout avoir ni de préjugés, ni... Les personnes peuvent nous demander plein de choses qui peuvent être déroutants. Il faut l'accepter parce que s'ils le demandent à ce moment-là, c'est qu'ils en ont besoin. Et c'est vrai que ça fait partie des... Oui, ça peut heurter nos propres limites, notre propre morale. Mais voilà, c'est leur choix, donc il faut l'accepter. On a parlé de l'accompagnement, et il y a le moment du décès. J'imagine, au bout de 20 ans, même au bout de 20 ans, c'est toujours difficile. Moi, alors, certaines vont dire que je me suis peut-être fait une carapace. Moi, je dis toujours que la mort fait partie de la vie. J'ai été élevée comme ça, donc peut-être que ça a été plus facile pour moi. Après, les personnes que j'accompagne, je ne les accompagne pas comme j'ai accompagné mes grands-parents, par exemple. C'est vraiment des personnes que je côtoie régulièrement,
on a des sentiments automatiquement pour les gens qu'on voit régulièrement. Mais ce n'est pas des gens de ma famille. Ça, c'est quelque chose de primordial si on veut tenir sur la durée. On doit leur donner le meilleur de nous-mêmes, tout en sachant qu'on doit donner le meilleur de nous-mêmes aux personnes suivantes. Donc, la limite, elle est là, en fait. Il faut savoir, on peut pas, dans notre métier, on peut pas dire, mais dans notre métier, comme dans tous les métiers du soin, on peut pas dire, j'ai perdu telle personne, donc je vais m'arrêter pendant 15 jours pour m'en remettre. Ce qu'on fait avec nos parents, nos grands-parents, mais ça, c'est pas possible. C'est parce que d'abord, on ne tient pas sur la longueur. Au premier décès, on va le faire. Au deuxième, ça va être dur. Et puis au troisième, on ne reviendra pas. Parce que je pense que dans ces cas-là, on n'est sans doute pas à notre place. Ce qui fait qu'on est professionnel, c'est que ça nous touche. Évidemment, même des personnes que je n'ai plus, si je vois leur nom sur le journal, qui sont décédés alors qu'ils étaient en maison de retraite, je les ai accompagnés pendant plusieurs retraites, je vais avoir une pensée pour eux, ça va me rendre triste. Pour certaines que j'ai été un petit peu plus proche, je vais peut-être verser une larme aussi, mais ça c'est normal, le décès c'est ça aussi, mais ça ne va pas m'empêcher de retourner au travail et d'avoir le sourire à la personne qui suit. C'est ça l'important. Pour autant, est-ce qu'il y a besoin d'un petit peu de temps avant d'accompagner de nouveau une personne en fin de vie, ou vous êtes prête à pouvoir tout de suite prendre la suite et en accompagner une nouvelle ? Alors cette question est compliquée et simple à la fois, puisque en général on nous laisse pas le choix. Une personne peut être très bien et puis faire un malaise, mettre 15 jours pour être dans une situation de fin de vie. Et si une personne est décédée 15 jours avant, de toute façon, on ne va pas nous remplacer pour ça. Alors, si vraiment on a des difficultés, comme tout à l'heure, évidemment, il y aura des relais de mis en place. Mais ce n'est pas le but. Être professionnel, c'est de pouvoir justement continuer à faire. Et à faire avec le sourire, parce que les autres personnes ne doivent pas en subir les conséquences. Donc voilà, alors après on peut expliquer aux personnes, parce que les personnes ils comprennent. Si un jour vous avez une personne qui est décédée et que vous arrivez et que vous avez la larme à l'œil, chez une autre personne, vous expliquez que vous avez subi un décès, les gens comprennent, ils ne sont pas complètement indifférents. Mais ça doit pas vous empêcher de faire votre travail correctement vis-à-vis de ces autres personnes. Merci Sylvaine Carillon pour votre témoignage. On rappelle que vous avez été aide à domicile pendant 20 ans pour Famille Rurale d'Indre. Merci à vous. Au revoir. Un témoignage encore très touchant de Sylvaine Carillon. Sandrine Tocquer, vous faites aussi partie de cette équipe d'appui départemental en soins palliatifs et ça vous a fait réagir. Oui, j'ai trouvé ce témoignage extrêmement touchant parce qu'il montre en fait toute la complexité de leur travail à domicile au plus proche en fait et quotidiennement auprès des personnes donc en fin de vie, mais aussi également auprès de leur famille. Et moi, je voulais juste ajouter une chose, c'est que notre équipe justement de soins palliatifs est là aussi pour ces soignants. Et il nous arrive très régulièrement d'aller à leur rencontre justement suite à des décès ou des accompagnements un peu délicats pour justement organiser des groupes de parole avec ces soignants du domicile qui sont souvent un peu isolés dans ce qu'elles vivent. Et justement, ça leur permet un petit peu de déposer tout ce qu'elles ont à déposer, d'évoquer cette tristesse dont elles parlaient, tout en gardant cette juste proximité avec les personnes. Et ça, c'est important de leur donner cette occasion-là, justement, de déposer ça, sachant que justement, la tristesse fait partie du chemin pour les professionnels comme pour les proches. Et certains professionnels, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils font vraiment partie de la famille, en fait. Ils sont à ce point attachés à la famille que parfois ils accompagnent le couple, ensuite ils vont accompagner monsieur, puis madame. Donc ils font partie intégrante de cette vie au domicile. Donc on a parlé de l'accompagnement pendant les soins palliatifs, mais il y a aussi un accompagnement
après les soins palliatifs pour la famille ou pour les professionnels de santé qui le souhaitent? Oui, exactement. C'est ce qui était un petit peu évoqué dans le premier témoignage, puisque nous, par principe, à chaque fois qu'on a accompagné une personne à domicile, de toute façon, on présente nos condoléances, parce que c'est quelque chose qui se fait et que c'est quelque chose qui touche beaucoup les personnes restantes, les endeuillées. On échange un petit peu avec elles, on essaie de revenir sur la fin de vie, sur les derniers instants, sur la façon dont ils l'ont vécu, et surtout on leur demande s'ils nous autorisent à les recontacter. Voilà, quelques semaines plus tard, 2-3 mois plus tard, parce qu'on sait justement qu'après toute la période des démarches administratives, des obsèques, etc., c'est là justement que le chagrin monte et parfois envahit la personne, et donc on reprend contact systématiquement, parce que les personnes généralement ne le refusent pas, et après justement on évalue si besoin de retourner les accompagner à domicile ou de les accueillir dans nos propres locaux pour pouvoir les accompagner sur ce chemin du deuil. Eh bien merci à tous les deux pour nous avoir parlé de ces soins palliatifs. Merci docteur Hervé Millot, merci aussi à vous Sandrine Toker, vous êtes tous les deux membres de l'équipe d'appui départemental en soins palliatifs de l'Indre. À bientôt, merci. Au revoir. Merci, au revoir. Une émission en partenariat avec le contrat local de santé de Châteauroux et son agglomération.